Oui, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'on vous dit, Carole Delga, mais Oui. vous l'avez dit pendant la campagne. Les deux tours ont créé une émotion particulière. Dimanche soir, après le second tour, nous avons enregistré les unes après les autres des déclarations, la main sur le cœur. Il faut faire de la politique autrement. Et c'est en tenant compte de ce contexte qui peut-être modifie un peu les choses, vous en conviendrez, qu'on se dit, après tout, c'est pas mal. Quelqu'un qui a été élu président d'une grande région, qu'il ne fasse que ça, ah ben, chapeau Xavier Bertrand. Chapeau Valérie Pécresse et les autres, bonnet d'âne. Non, mais je partage bien sûr pas votre analyse parce que c'est juste pendant un an. En plus, moi, j'ai toujours été sincère vis-à-vis des électeurs, des habitants de la région. Je leur ai indiqué dès le départ, il y a de ça 6 mois, dès le début de ma campagne, quelles étaient mes décisions. Moi, j'estime que j'ai été élu par une population qui représente 100 000 habitants dans le sud de la Haute-Garonne, le Comminges et le Savès. Je respecte le mandat qu'ils m'ont confié. Je ne me représenterai pas, bien entendu, mais cela a été fait en toute clarté, en toute sincérité. Et faire de la politique autrement, c'est bien sûr avoir des positions claires, mais c'est aussi avoir des pratiques dans la gestion de la région qui peuvent être différentes, en associant plus les citoyens aux décisions, comme sur le nom de la région. J'entends votre argument, mais il s'est passé quelque chose quand même ces 2 derniers dimanches. Quelque chose. Vous savez, on avait un peu anticipé la victoire du Front National, mais le fait de la vivre vraiment a modifié un peu la psychologie. Vous ne prenez pas du tout ça en compte? Mais bien sûr, on est élu aussi sur un programme et sur une façon de faire de la politique. Moi, j'ai bien indiqué dans mon programme la montée du Front National. C'est pas dimanche soir que nous l'avons découverte. Non, moi, mais dans ça a ma créé région, quelque chose de particulier. Bien sûr. Moi aussi, j'avais compris avant que le Front National. On l'avait tous compris. Mais il s'est passé quelque chose. Dans les territoires ruraux et périurbains, le Front National qui monte. C'est pourquoi, dans mon programme, quand je propose qu'il y ait une transparence totale sur les moyens financiers, sur les moyens humains, les moyens techniques qui sont accordés aux conseillers régionaux, quand je propose qu'il y ait des budgets participatifs et qu'on commence par exemple sur les lycées, quand je propose également que chaque conseiller régional fasse des comptes rendus de mandat. Mais il faut savoir parler aussi de la politique dans son ensemble. Mais Carole Delga, alors Xavier Bertrand, si je suis votre raisonnement, il a eu tort de démissionner. On ne peut pas résumer la nouvelle pratique de la politique juste au cumul des mandats ou pas. On ne la résume pas, mais c'est un indicateur important. Mais c'est pas uniquement. Moi, je ne dis pas que c'est unique, je dis que c'est important. Non, mais je vous dis que je voudrais qu'on ait un débat sur l'ensemble des dispositifs pour faire de la politique autrement. On parle du cumul des mandats et j'en parle en toute clarté. Xavier Bertrand a eu tort de démissionner, si je suis votre raisonnement, parce que les gens lui avaient confié un mandat et puis ils n'en auront pas jusqu'au bout. Non, mais chacun fait comme il l'entend. Mais il y en a qui font mieux que d'autres. Mais écoutez, ça c'est on a le droit d'avoir un jugement de valeur. Mais bien sûr, c'est votre jugement. Mais moi, il y a plus d'1 million d'électeurs qui ont voté pour moi. Donc vous serez député jusqu'à la fin de votre mandat, en toute clarté, ça on l'a compris, Carole Delga. Une dernière question, vous faites partie des députés socialistes qui ont acclamé Claude Bartolone, vaincu par le suffrage universel et qui va rester président de l'Assemblée nationale, parce qu'on nous explique que tout ça n'a rien à voir? Écoutez, moi je pense qu'il a eu le courage de remettre son mandat de président de l'Assemblée en jeu. Parce qu'il savait qu'il risquait rien. Mais en même temps, c'est un très bon président de l'Assemblée. Ah, certainement, oui, bien sûr. Oui, donc moi, je pense qu'on peut quand même reconnaître la valeur de Claude Bartolone en tant que président de l'Assemblée. Il a perdu aux élections régionales. Je pense quand même qu'il faut savoir reconnaître le travail dans chacune des missions qui sont les siennes. Et ne pas tout mélanger. Tout change et rien ne change. Merci, Carole Delga. On peut faire changer les choses, mais il ne faut pas caricaturer. Non, d'accord. Bon, d'accord. Merci, Carole Delga. Merci, Michel Apathy. Et toujours en politique, toujours à propos des soubresauts post-régional, vous en disiez un mot à l'instant, 2 informations ce midi. D'abord, Claude Bartolone, c'est étrange de le dire comme ça, mais il a effectivement été reconduit par acclamation ce matin au poste de président de l'Assemblée nationale. Acclamation par le groupe socialiste, évidemment. Et puis à droite, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est une confirmation, quitte la direction du Parti des Républicains. Elle est remplacée au poste de numéro 2 par Laurent Wauquiez, fraîchement élu, on l'a dit, en Auvergne-Rhône-Alpes. Europe 1. Il est 12h11, Europe Midi, la suite du journal. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Dans un instant, Calais, la jungle de Calais. Une partie des migrants sera désormais hébergée dans des conteneurs. Nous serons sur place à 12h20. Mais d'abord, Jean-Michel. D'abord, 2 gardes à vue décidées par la police ce matin et qui nous ramènent aux attentats survenus à Paris au mois de janvier. Oui, et à l'attaque de l'hypercachère par Amélie Koulibaly. Un couple a effectivement été placé en garde à vue. Les enquêteurs se demandent si c'est ce couple qui a fourni des armes aux terroristes. Noémie.
Noémie Schulz. Oui, il s'agit d'une des figures de l'extrême droite du nord de la France, Claude Herman, et de sa compagne. Lui est bien connu des services de police, incarcéré depuis le mois de janvier dernier pour trafic d'armes justement. Il est soupçonné d'avoir remis en service des armes précédemment neutralisées. Le couple a donc été placé en garde à vue ce matin parce qu'un fusil d'assaut et 4 pistolets Tokarev retrouvés soit à l'hypercachère, soit dans l'appartement loué par Amédi Koulibaly à Gentilly. Ces armes auraient transité par une société qui appartient à la compagne de Claude Herman. Alors pourquoi maintenant ? Eh bien, les interpellations interviennent au rythme de la progression des investigations. En gros, ça ne veut pas dire que Claude Herman et sa compagne ont été en contact direct avec Amédi Koulibaly. Les armes ont pu être vendues à un tiers qui les a ensuite fournies à Koulibaly. Le terroriste se les serait d'ailleurs procuré à Charleroi, en Belgique. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Dans cette affaire, 7 personnes ont déjà été mises en examen et 6 incarcérés, soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique, que ce soit en armes ou en véhicule, à Amédi Koulibaly. Noémie Schulz en direct pour Europe 1. Merci Noémie. On le voit, l'enquête progresse sur les attentats du mois de janvier. Pendant ce temps-là, l'État islamique aussi progresse. Il est en train de coloniser la Libye. C'est la dernière source d'inquiétude pour le ministre français de la Défense. Des djihadistes contrôlaient déjà une partie du littoral qui se trouve, je le rappelle, à quelques centaines de kilomètres des côtes italiennes. Mais là, Gwendoline de Bono, ils progressent, ces djihadistes, vers l'intérieur du pays. Et très clairement, Maxime, en Libye, l'État islamique se développe vitesse grand V. Ce sont les mots d'un diplomate français. Un chiffre pour se donner une idée. Il y a 1 an et demi, à peine une centaine de combattants se revendiquaient du groupe sur le territoire. Aujourd'hui, ils sont près de 3000 avec un bastion, Sirte, vous le disiez. Cette ville est située sur le littoral méditerranéen. Il faut avoir en tête que ce n'est qu'à 600 km des côtes siciliennes. Ça, c'est le fief, mais effectivement, les djihadistes pénètrent à l'intérieur du pays, selon le ministre de la Défense. Une source donne un exemple. L'État islamique a préparé les attentats en Tunisie depuis des camps logistiques situés plus loin, près de la frontière entre la Libye et la Tunisie. On parle de l'attaque, rappelez-vous, du musée du Bardo notamment et de la plage de Sousse. Leur conquête territoriale est donc très nette et elle attire de plus en plus d'Européens. Récemment, 4 Français ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de rejoindre la Libye. Selon nos informations, 2 ont réussi à passer et à rejoindre l'État islamique. À Gwendoline, on le sait, les Français, les Américains, les Russes interviennent déjà dans la lutte contre Daesh, en Irak, en Syrie notamment. Mais on a appris qu'en parallèle, une coalition de pays musulmans a été mise sur pied par l'Arabie Saoudite. Absolument, 34 pays musulmans avec un centre de commandement qui sera situé à Riyad, en Arabie Saoudite. Voilà l'objectif, combattre le terrorisme sur le plan militaire et idéologique. Large programme pour une large coalition. On trouve des pays comme le Pakistan, mais aussi la Côte d'Ivoire, le Qatar, le Liban ou encore les Maldives. 2 grands absents, l'Iran, ennemi juré des Saoudiens, et puis l'Irak, un des pays qui est pourtant les plus touchés par le terrorisme. Alors pour l'instant, pas de détails opérationnels